Cette session d'aujourd'hui est donc consacrée à la REP emballage ménager. Par REP, on entend responsabilité élargie du producteur. L'objectif va être de savoir comment mon entreprise finance la fin de vie des emballages ménagers en France. Nous sommes avec Léa Mathieu de l'ANIA qui va présenter donc le programme envisagé pour cette année 2020 sur cette session de webinaire. Bonjour à tous, donc Léa Mathieu Figueiredo, responsable environnement à l'ANIA. Merci pour votre présence. On est très heureux de lancer ce partenariat avec Citeo. Cette première session de webinaire à laquelle suivront 9 autres modules. On a prévu d'organiser un webinaire par mois sur toute l'année 2020 afin d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'éco-conception, de renforcer leurs connaissances sur la fin de vie des emballages, de mieux comprendre comment réduire leurs impacts environnementaux, de découvrir également comment les emballages sont recyclés et enfin d'intégrer des enjeux marketing et communication sur ces sujets. Donc merci à tous et bon webinaire. Alors aujourd'hui, je suis Valentine Guiton, je travaille au sein de la direction éco-conception de Citeo et je suis avec Nils Renaud qui est dédié à l'accompagnement des entreprises chez Citeo. Donc nous allons voir ce matin dans ce webinaire la responsabilité élargie des producteurs sur la question emballage ménager. Donc dans un premier temps, le principe et le fonctionnement général en fait de cette REP emballage ménager. Nous verrons dans un deuxième temps le dispositif de la collecte, du tri et du recyclage en France. Comment ça marche? L'objectif, en fait, est de savoir, pour bien comprendre ce qui est financé dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, quels sont les différents aspects de ce dispositif et les enjeux en cours, notamment avec ce que l'on appelle l'extension des consignes de tri. Nous verrons ça en détail tout à l'heure. Nous verrons dans une troisième partie la feuille de route et les chiffres clés associés à cette REP emballage, et notamment dans cette nouvelle période d'agrément qui est en cours. Et puis enfin, pour agir ensemble, les différents outils qui sont mis à votre disposition. Nous prendrons le temps, en fin de session, de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure dans le chatter. Nous les notons et nous y reviendrons en fin de session. La REP emballage ménager, donc la responsabilité élargie du producteur. La première question à se poser dans le cadre de la gestion des déchets, c'est celle de la responsabilité. Qui est responsable de la gestion des déchets? Et nous allons devoir faire une distinction assez importante entre ce qu'on appelle les déchets industriels d'un côté et les déchets ménagers de l'autre. Sur les déchets industriels, la responsabilité de la gestion de ces déchets incombe à l'entreprise qui produit ces déchets. Quand on parle de déchets industriels, on parle de déchets produits effectivement sur un site de production, mais ça peut être aussi les déchets générés par un siège social, par une entreprise de service. Voilà, ça peut être tout type de déchets qu'une entreprise ou même une institution publique va générer. La responsabilité de la gestion de ces déchets incombe à l'entreprise qui doit faire en fait le tri à la source en contractualisant avec un prestataire privé de collecte et de gestion des déchets ou directement avec le service public des déchets. Ce n'est pas la même chose pour les déchets ménagers. Par déchets ménagers, on entend en fait les déchets qui vont passer par les ménages, donc les habitants. Et c'est eux qui vont faire le geste de le mettre dans le bac des ordures ménagères ou dans le bac de tri. La responsabilité de la gestion de ces déchets ménagers qui sont passés par les foyers revient à la collectivité territoriale. C'est elle qui gère la collecte de ces déchets auprès des foyers et qui va travailler sur la partie emballage dans le fonctionnement des centres de tri. Donc les centres de tri travaillent avec les collectivités territoriales, ils sont en contrat ensemble. C'est enfin à la collectivité territoriale qu'incombe la responsabilité de sensibiliser les citoyens pour que le geste soit bien fait. Même si les déchets industriels et les déchets ménagers sont à distinguer, les deux types de déchets vont concerner les entreprises.
Dans les déchets industriels, la gestion est régie par le décret qu'on appelle le tri 5 flux. Donc, les entreprises sont, par ce décret, incitées donc à trier à la source leurs déchets sur 5 flux de matériaux différents. Et donc, elles vont faire appel à des prestataires pour gérer ce tri 5 flux. Côté déchets ménagers, l'entreprise est concernée par donc ce fameux dispositif responsabilité élargie du producteur sur la partie emballage ménager. Le principe, c'est que les entreprises vont contribuer financièrement à la gestion de la fin de vie des emballages qu'elles mettent sur le marché. On va y venir plus en détail. Donc, pour comprendre cette question de fin de vie des emballages ménagers, il faut d'abord voir en fait quel est l'ensemble de la vie de ces emballages. On parle de cycle de vie des emballages, et donc la fin de vie, c'est la fin de ce cycle. Donc ce cycle de vie commence par en fait l'extraction des matières premières qui vont permettre de fabriquer ces emballages, la transformation, le conditionnement du produit dans l'emballage, la distribution des produits emballés, leur consommation par les utilisateurs, les citoyens, et ensuite, après consommation, donc ces emballages deviennent déchets. Ils vont être donc collectés par les collectivités territoriales, triés en centre de tri, et ensuite, en termes de fin de vie, on aura différentes options possibles, l'incinération ou l'enfouissement, dans certains cas, et dans le meilleur des cas, le recyclage et la régénération pour recréer de la matière à partir de ces emballages. Donc quand on parle de fin de vie des emballages, gérer la fin de vie de ces emballages, c'est à partir du moment où ces emballages deviennent des déchets. Ils doivent être collectés, triés, recyclés. Pourquoi il est important aussi de faire cette distinction entre déchets industriels et déchets ménagers? Eh bien, ce qui va être vrai en termes de fin de vie pour les emballages ménagers ne le sera pas forcément pour les emballages de type industriel. Et inversement. Donc pour ce qui est emballage secondaire, tout ce qui est carton de regroupement, emballage tertiaire, les emballages de transport comme les palettes, on va donc être dans le cadre du décret 5 flux, par exemple, cette palette va disposer de filières de recyclage dans le cadre des déchets industriels. Côté déchets ménagers, le fait qu'on passe donc par les foyers, ensuite par la collecte généralisée, le centre de tri, on va avoir d'autres règles qui s'appliquent. Et donc, par exemple, les emballages en bois ménager n'ont actuellement pas de filière de recyclage. Un carton, qui peut être un carton de regroupement considéré comme déchet industriel quand il reste en fait du côté des entreprises, va relever du tri 5 flux, alors qu'un carton, par exemple, qui peut servir à la vente à distance ou à la livraison et qui va finir chez un ménage, va être considéré, lui, par contre, comme un déchet ménager. Donc, il y a certaines subtilités comme ça à avoir en tête. La responsabilité élargie du producteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une déclinaison à la base du principe pollueur-payeur. On va en fait réfléchir à qui détient la responsabilité sur les emballages qui sont mis sur les marchés. Mais ça fonctionne aussi pour des produits ou certains véhicules, par exemple. Donc, ce principe a été pensé pour que les entreprises et les producteurs qui mettent sur le marché des types de produits ou des emballages soient tenus de financer et d'organiser la gestion des déchets qui sont issus de ces produits. Donc c'est bien gérer la fin de vie, dans notre cas des emballages ménagers, mais il existe d'autres filières de gestion des déchets qui fonctionnent sur le principe de la REP, par exemple les piles, l'ameublement, les produits chimiques. Voilà, ce type de produit est régi par le même système de responsabilité élargie du producteur, et donc les entreprises qui mettent ce type de produit sur le marché vont déclarer et financer la gestion de la fin de vie de ces produits. En France, les entreprises ont majoritairement choisi de s'organiser collectivement dans le cadre d'éco-organismes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur la responsabilité élargie du producteur, une entreprise peut choisir de manière autonome et seule de gérer elle-même la fin de vie des emballages qu'elle a mis sur le marché. En France, les entreprises ont plutôt choisi en fait de mutualiser leurs moyens,
de se mettre ensemble pour organiser un système collectif. Et donc, c'est comme ça qu'ont été créés les éco-organismes. Ce sont des entités qui vont servir en fait au nom des entreprises, organiser et gérer la fin de vie, dans notre cas, des emballages. La responsabilité élargie du producteur sur les emballages ménagers. Qui est concerné? Donc, par cette déclaration, on parle de déclaration puisque les entreprises vont devoir déclarer auprès de ce fameux éco-organisme les emballages qu'elles mettent sur le marché. Donc, sont concernés dans ce périmètre emballage ménager tout producteur ou introducteur, importateur ou distributeur qui va mettre donc sur le marché des emballages ménagers. Les producteurs, ce sont pour les produits qu'ils emballent ou qu'ils font emballer, que ce soit à leur marque ou à des marques de distributeurs. Pour les importateurs, eh bien, les produits emballés qui viennent de l'étranger. On parle de responsable de la première mise en marché. Si on n'a pas en fait identifié le producteur ou l'importateur, eh bien c'est l'entreprise, la première metteuse en marché sur le territoire français qui va déclarer. Et puis les distributeurs aussi déclarent les emballages qu'ils mettent sur le marché en qualité de producteurs pour des emballages de service ou les emballages d'expédition. Par exemple, tout ce qui est sacherie, hein, c'est déclaré par les distributeurs. Et puis, en qualité d'introducteur ou d'importateur, les distributeurs vont également déclarer donc les emballages qu'ils mettent sur le marché. Par emballage ménager, hein, on en a parlé, on parle, donc c'est vraiment encadré hein, par la loi, le terme d'emballage ménager. Donc c'est un produit vendu ou remis gratuitement à destination des ménages. Il est mis sur le marché en vue de la consommation ou de l'utilisation du produit par le ménage. Concrètement, même si l'emballage va être réutilisable ou non, gratuit ou payant, par exemple des échantillons emballés vont être concernés par le périmètre de déclaration. Et puis si ce sont des emballages qui, comme on l'a dit tout à l'heure, des cartons de regroupement, mais qui arrivent chez les ménages parce que c'est de la vente à distance ou autre, ils vont être concernés par le périmètre de déclaration. Et puis enfin, quel que soit le matériau, on va être dans le périmètre de l'emballage ménager. On le disait, la responsabilité élargie du producteur donc, est partie de ce principe pollueur-payeur. Et dans le cadre des emballages ménagers, cela a généré la création dans les années 90 de l'éco-organisme Éco-emballage à l'époque. Donc Éco-emballage est bien né des entreprises, des industriels qui ont décidé de mutualiser leurs forces et leurs moyens pour gérer la fin de vie de leurs emballages ménagers. Ce concept, il a fait en fait des petits, il a été dupliqué et c'est comme ça que de la même manière, en 2007, a été créé Ecofolio pour la gestion de la fin de vie des papiers graphiques. Donc là, ce sont des entreprises qui sont peut-être parfois aussi concernées par les emballages, qui vont être concernées par les papiers graphiques, comme voilà des enseignes qui choisissent par exemple de publier un catalogue de leurs produits. Bon elles vont être concernées par la déclaration des papiers graphiques. Et puis d'autres types d'entreprises, par exemple des banques, des assurances, qui vont émettre des papiers et donc qui vont être concernées par cette déclaration. En 2017, Ecofolio et Éco-emballage se sont rapprochés et ont décidé de fusionner pour créer Citeo. Il est vrai qu'en fait, les papiers et les emballages ménagers arrivant dans le même bac de tri, passant par le même type de collecte et de centre de tri, il était assez pertinent en fait de mutualiser les moyens pour créer donc Citeo. Citeo donc est l'organisme qui va gérer pour les entreprises la fin de vie des emballages ménagers et des papiers graphiques. Nous avons 2 agréments d'État. Citeo est une entreprise privée avec une mission d'intérêt général. Nous sommes sans but lucratif et nous sommes donc sous agrément d'État avec un cahier des charges très spécifique que nous donnent les pouvoirs publics et sur lequel nous devons rendre des comptes. Nos rôles et missions en tant qu'éco-organisme, c'est donc organiser cette collecte, le tri, le traitement des emballages et des papiers, avec la notion de meilleure performance et de meilleur coût. Et puis, piloter des programmes de recherche pour développer à la fois l'éco-conception, les filières de recyclage, améliorer les process
pour avoir toujours une meilleure performance. Et enfin, un rôle important sur l'information et la sensibilisation des citoyens pour avoir toujours plus de trieurs. L'actionnariat de Citeo, c'est important de le rappeler, c'est bien donc les entreprises qui font notre actionnariat. Donc nous avons 4 collèges d'entreprises, à la fois d'un côté donc les industries, ça va être les industries agroalimentaires et les industries non alimentaires. Nous avons aussi donc le commerce, la distribution et puis la vente à distance qui fait partie d'un deuxième collège. Nous avons un collège qui concerne les papiers et les éditeurs, les fabricants de papier et les éditeurs, et puis un collège d'entreprises qui représente les services, je vous parlais tout à l'heure, banque, assurance, voilà, ça concerne ce type d'entreprise. Et puis nous avons 2 autres collèges qui font partie de notre actionnariat, ce sont les filières emballage. Et puis, quand on parle de non-assujettis, en fait, il s'agit de représentants de nos parties prenantes, puisque, comme je vous l'ai dit, nous sommes sous agrément d'État, les pouvoirs publics sont donc au sein de notre conseil d'administration. Au-delà de cet actionnariat, Citeo, en tant qu'éco-organisme, va être impliqué auprès de tous les acteurs de l'économie circulaire. Donc les entreprises, évidemment, en tant que metteurs en marché d'emballage ou papier graphique, on est en contact direct. L'objectif est de les accompagner dans la déclaration de ces emballages et dans le respect donc, de cette responsabilité élargie du producteur. Nous sommes évidemment en contact avec toutes les collectivités territoriales qui, elles, vont mettre en œuvre la collecte, le tri et permettre ce dispositif du recyclage. Bien sûr, les pouvoirs publics, nous sommes en échange constant. Tout ce qui est filière matériaux, opérateurs industriels du recyclage. Et puis, dans la société civile, les associations de consommateurs, les différentes associations aussi concernées par les problématiques environnementales. Et puis, pour aller encore plus loin, les startups, les entreprises innovantes qui vont réfléchir sur des nouveaux débouchés pour les matières recyclées, des nouvelles solutions pour toujours plus en fait d'économie circulaire et réintégrer en fait les matières recyclées dans de nouveaux emballages ou de nouveaux produits. L'économie circulaire, c'est vraiment en fait l'objectif, in fine, au-delà de la gestion de la fin de vie de ces déchets, d'emballage ou de papier, c'est vraiment en fait d'arriver à boucler la boucle, comme on pourrait dire, et donc après le tri, pouvoir en fait arriver au maximum à des solutions de recyclage et de régénération pour réintégrer les matières dans le circuit. Donc c'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie, en fait, comment on travaille sur ce dispositif pour arriver à cet objectif d'économie circulaire. On l'a dit, le cycle de vie des emballages, donc il y a différentes étapes et nous avons vu en fait que la fin de vie va concerner les étapes à partir du moment où ces emballages deviennent des déchets. Donc on va parler en fait de dispositifs de collecte, de tri et de recyclage et nous allons voir plus en détail comment cela fonctionne en France aujourd'hui. Les différentes étapes, on va le répéter, ce sont donc d'abord, en fait, avant la collecte, le bon geste du tri du consommateur. Si le consommateur ne fait pas le geste de tri, de mettre ses emballages dans le bac de tri, on n'arrivera pas à enchaîner sur les étapes suivantes. Donc, on a une vraie mission en fait de sensibilisation de ces consommateurs pour arriver à augmenter ce geste de tri. L'étape suivante, c'est la collecte. Ce sont ces camions qui vont aller chercher les emballages auprès des ménages. Ça peut se faire dans un principe qu'on appelle le porte-à-porte, c'est-à-dire que en fait, chaque foyer dispose de sa poubelle de tri, de son bac de tri, et les camions vont s'arrêter auprès de chaque domicile pour récupérer ce bac de tri. On a un autre système qui s'appelle l'apport volontaire. Donc là, ce sont des bacs de tri collectifs qui sont mis au sein des communes, qui vont concerner aussi souvent les grandes agglomérations
où l'habitat est dense et chaque immeuble n'a pas forcément la place d'avoir le bac de tri. Et donc l'objectif est de mettre toujours plus de ces bacs pour que chaque citoyen puisse en avoir un à proximité et ne soit pas dissuadé de trier parce que le bac de tri est trop loin. Donc la collecte est une étape très importante pour aller donc récupérer un maximum de ces emballages. L'étape suivante, c'est le tri en centre de tri, ça porte bien son nom. Le rôle du centre de tri, c'est de séparer les emballages par matériaux et de mettre en balles ces différents emballages. Donc les balles, ce sont des gros cubes en fait qui vont contenir des emballages d'un même type de matériaux. Donc on va avoir une balle d'emballage en papier carton, une balle de bouteille en PET par exemple. Et puis enfin, la dernière étape, c'est le recyclage. Donc ce qu'on appelle aussi la régénération des matériaux. On va avoir des types de recycleurs par type de matériaux. On va avoir un recycleur de papier carton, un recycleur de PET, etc. Un recycleur de briques alimentaires, un recycleur de verre, évidemment. Donc si on reprend les étapes successivement, donc on en parlait, le geste de tri du consommateur. Aujourd'hui, pour vous donner une idée sur les emballages, on est à environ 50 kg d'emballages en moyenne triés par habitant et par an. Et parmi eux, on compte 18 kg d'emballage en papier carton, acier, aluminium et plastique, et 32 kg d'emballage en verre. Évidemment, le verre étant un matériau plus lourd, c'est souvent intéressant de distinguer la part de verre dans ces emballages. Et puis surtout parce que le verre dispose d'un système de collecte à part, puisque le verre ne passe pas en centre de tri. Donc vous avez ces bornes bien connues pour aller mettre les emballages en verre. Et en fait, on passe directement de la collecte de ce verre au recyclage. Le verre ne va pas en centre de tri. On verra pourquoi après, mais ce serait évidemment très compliqué et dangereux d'avoir tous ces morceaux de verre mélangés aux autres types d'emballages. Aujourd'hui, on est à 88% des Français qui trient, donc qui font régulièrement ce geste de tri. Mais seulement, on pourrait dire, à 48% des Français qui le font systématiquement, quel que soit le lieu où ils se trouvent, parce qu'évidemment, on va plutôt facilement trier chez soi si on a bien son bac de tri, etc. Mais dès qu'on est en déplacement, à l'extérieur, etc., c'est des choses qui peuvent présenter des freins. Et donc, tout l'objectif de Citeo et de ses parties prenantes, des entreprises avec qui nous travaillons, ça va être de sensibiliser au maximum les consommateurs pour un tri systématique, quel que soit le lieu où on se trouve, et puis une meilleure connaissance en fait du système de collecte et de recyclage des emballages. Alors, on est dans un contexte un petit peu spécifique. Aujourd'hui, 24 millions de Français peuvent trier tous les emballages et les papiers dans le même bac de tri. Ils vont mettre tous les emballages sans distinction de matériaux dans le bac de tri, ce qu'on appelle l'extension des consignes. Ça, c'est un projet qui est en cours et on va y revenir. Mais effectivement, ce projet est très important pour pouvoir faciliter le geste de tri. Pouvoir dire aux Français, vous mettez tous les emballages dans le même bac, quel que soit le matériau, vous n'avez plus à faire vous-même la distinction entre ce qui va pouvoir être recyclé, ce qui ne va pas pouvoir l'être. Vous mettez tout dans le même bac. Ça a l'intérêt en fait de faciliter le geste et donc ça permet en fait à la fois de capter plus de personnes qui vont trier, mais aussi plus d'emballages, quel que soit le matériau. Quand on simplifie les consignes sur le geste de tri, eh bien on a une hausse des emballages et des papiers récupérés, même sur le verre, alors qu'on est sur un type de collecte à part. Ces fameuses consignes de tri. Qu'est-ce qu'on entend par les consignes de tri? C'est ce qu'on va dire aux consommateurs, vous pouvez ou pas mettre dans votre bac de tri. Donc en 2019, les consignes de tri au niveau national, elles sont encore tous les emballages en verre, donc on l'a dit, dans une collecte à part, tous les emballages en papier et carton, tous les papiers de manière générale graphique, tous les emballages en acier et en aluminium, les emballages en métal, et puis pour ce qui est des plastiques, les bouteilles et flacons en plastique. La France a fait le choix, quand elle a lancé dans les années 90 le dispositif, de se concentrer dans un premier temps sur les bouteilles et flacons qui sont dans un type de résine plastique
souvent similaires et donc plus faciles en fait à identifier et à envoyer vers des filières de recyclage. Aujourd'hui, au niveau national, tous les autres emballages en plastique qui ne sont pas des bouteilles et des flacons ont une consigne de tri à jeter. On doit mettre ces emballages dans la poubelle des ordures ménagères classiques. Ceci est en train de changer. Et c'est pour ça que, selon la ville où vous vous trouvez, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes consignes. C'est donc ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. L'extension des consignes de tri, c'est le fait de changer la consigne et de dire aux citoyens, aux consommateurs, à partir de maintenant, sur la question des plastiques, vous ne faites plus la distinction bouteille et flacon ou pas bouteille et flacon. Vous mettez tous les emballages, quels qu'ils soient, dans le bac de tri. Donc tous les emballages en verre, toujours dans ce fameux bac vert, et tous les autres emballages dans le bac de tri. Donc c'est ce que je disais plus avant, on simplifie en fait les consignes pour le consommateur. Et on enlève en fait la mission au consommateur de distinguer par lui-même ce qui va relever d'une filière de recyclage ou non. Les bouteilles et flacons sont recyclables, certains emballages en plastique ne le sont pas à date, et donc il y avait une grande confusion pour le consommateur à entrer en fait dans autant de technicité, et donc ça représentait un frein pour lui. Donc l'extension des consignes de tri, ça permet dans un premier lieu de simplifier pour le consommateur, et pour lui en fait, si c'est un emballage ou un papier, plus de questions à se poser, on met dans le bac de tri. Néanmoins, cette complexité de distinguer ce qui va relever d'une filière de recyclage et ce qui n'est pas encore recyclable, ça va en fait être déplacé. Cette responsabilité-là, elle va arriver dans le centre de tri. Et en fait, c'est le centre de tri qui va faire ce travail de distinguer les emballages qui vont relever d'une filière de recyclage de ceux qui ne relèvent pas à date d'une filière de recyclage. Pourquoi est-ce aussi long ? En fait, ce qu'il y a derrière l'extension des consignes de tri, pourquoi certains Français sont concernés aujourd'hui et pas tous les Français. On a commencé dès 2012, dans une phase pilote, à lancer ce projet d'extension. Pour pouvoir faire l'extension des consignes, il faut déjà réorganiser la collecte, puisque en fait, à partir du moment où on dit vous en mettez tous les emballages dans le bac de tri, eh bien il y a forcément plus d'emballages dans ce fameux bac de tri. Donc il faut repenser la collecte au sens combien de fois par semaine on va chercher le bac de tri chez les habitants, comment on arrive à bien compacter aussi dans les camions pour arriver à gérer ces nouveaux emballages. Donc ça c'est sur la partie collecte. Il y a aussi évidemment une grande partie de sensibilisation des citoyens à faire pour leur dire à partir de maintenant les consignes changent. Et puis on a un gros travail de modernisation des centres de tri. Les centres de tri, jusqu'à présent, avaient été pensés et conçus pour trier les emballages en papier carton, les emballages en acier et en aluminium, et les bouteilles et flacons en plastique. Ces bouteilles et flacons ont une forme spécifique, on appelle ça des corps creux, et donc les centres de tri, mécaniquement, ont été conçus en fait pour distinguer ces corps creux d'autres corps qu'on va dire plutôt plats, type journaux, magazines, cartonnettes. Et donc, à partir du moment où on met tous les emballages en plastique, on va voir arriver dans les centres de tri des films souples qui ont un comportement complètement différent, qui vont se mettre à voler, à se déplacer différemment. On va avoir des barquettes, on va avoir des choses qui vont plutôt ressembler justement à des corps plats qu'à des corps creux. Donc il y avait un gros travail de modernisation des centres de tri. Donc il s'agit quand même pour les centres de tri de dispositifs industriels quand même assez importants. Et donc cette modernisation se fait au fur et à mesure. Les collectivités territoriales vont candidater pour dire nous voulons passer en extension des consignes de tri, nous sommes en train de moderniser les centres de tri, et donc Citeo et les entreprises qui financent le dispositif donc permettent cette transition progressive vers l'extension des consignes de tri. Le tri, c'est important d'avoir en tête cette étape. Le centre de tri, donc on l'a vu, va faire une séparation des emballages par type de matériaux. Et dans le cadre de l'extension des consignes, va également écarter les emballages qui, à date, ne disposent pas d'une filière de recyclage. C'est important ce dernier point, puisque quand on n'est pas dans l'extension des consignes de tri, jusqu'à présent, les emballages qui ne disposent pas de filière de recyclage, qui ont une consigne à jeter, vont être mis dans le bac d'ordures ménagères.
Et quand ces emballages sont mis dans le bac des ordures ménagères, ils peuvent être dirigés vers l'enfouissement ou vers la valorisation énergétique. Le fait de faire l'extension des consignes de tri, ces emballages donc vont être tous mis dans le bac de tri, vont tous arriver en centre de tri. Le centre de tri va séparer les différents emballages par matériaux et va mettre à part les emballages qui aujourd'hui n'ont pas encore une filière de recyclage. Et ce que permet l'extension, c'est que ces emballages qui n'ont pas de filière de recyclage vont être dirigés vers la valorisation énergétique. On n'enfouit plus les emballages qui ne disposent pas encore de filière de recyclage. On va systématiquement les valoriser. Donc on passe en fait d'un système où c'est vrai qu'on ne mettait que ce qui était dans le bac de tri, ce qui était recyclable, à un système où on met tout dans le bac de tri, mais on permet en fait l'arrêt de l'enfouissement des emballages. Le centre de tri, donc par différentes étapes, le tri balistique, le tri des métaux, le tri optique, donc par infrarouge, qui va permettre de distinguer non seulement les types de matériaux, mais aussi les différents types de résines plastiques. Et puis enfin l'étape affinage manuel, donc là ce sont les agents de tri, les personnes qui travaillent en centre de tri, qui s'assurent de la qualité de ce qui sort après les premières étapes automatisées. Ces différentes étapes, on va en fait parfois rencontrer des perturbations de certains emballages par rapport à d'autres, notamment lorsqu'on est sur des emballages qu'on appelle complexes, multimatériaux ou avec différents types de résines ou avec certaines caractéristiques. Le rôle aussi de Citeo, ça va être d'identifier en fait tous les impacts ou les perturbations potentielles pour pouvoir ensuite proposer des recommandations d'amélioration dans la conception en amont de ces emballages. Ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est pouvoir dès l'amont en fait prendre en compte les problématiques potentielles que vont rencontrer ces emballages en fin de vie pour pouvoir en fait améliorer leur recyclabilité. Aujourd'hui, quels sont les emballages recyclés en France? Donc, nous avons les filières qu'on va dire historiques, nous l'avons vu, les emballages en verre sont recyclés. Les emballages en papier carton, les briques, journaux, magazines disposent d'une filière de recyclage. Les emballages en acier, donc que ce soit conserves, canettes, etc., vont être recyclés. Les emballages en aluminium. Et donc pour la catégorie plastique, c'est là où en fait on a le plus d'évolution aujourd'hui. Historiquement, donc les bouteilles et flacons en plastique, donc que ce soit les emballages en plastique en PET, la résine PET, ou les bouteilles et flacons en PEHD ou PP, ces types de résines disposent d'une filière de recyclage. Historiquement, uniquement les bouteilles et flacons en plastique. Et en fait, grâce à l'extension des consignes de tri, nous allons pouvoir intégrer tous les autres emballages rigides en monorésine PET ou monorésine PE ou monorésine PP. Nous allons pouvoir donc les intégrer dans ces filières historiques de recyclage. Et puis, nous avons des nouvelles filières en cours de développement, en cours de consolidation, donc sur les emballages souples en PE et sur les emballages rigides en PS. Nous n'allons pas entrer dans le détail aujourd'hui sur ces filières de recyclage, ça fera l'objet d'une autre session, d'un autre module de webinaire avec l'ANIA, donc on rentrera beaucoup plus dans les détails à ce moment-là. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que dans le cadre de l'extension des consignes, j'en ai déjà un petit peu parlé, on va voir en fait qu'on va avoir une distinction à faire entre la consigne qui sera mettre dans le bac de tri et la notion de recyclabilité. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la consigne de tri, elle vous dit en fait si l'emballage il est recyclable. La bouteille en plastique est à recycler. Elle sera recyclée quand vous l'aurez mis dans le bac de tri. Un sachet de pain de mie, par exemple, aujourd'hui est à jeter. Et donc, vous pouvez considérer qu'il n'est pas recyclable. Ou un pot de yaourt en plastique est à jeter. Dans le cadre de l'extension des consignes, on n'aura plus cette distinction sur à recycler ou à jeter. On va dire à mettre dans le bac de tri. Je ne peux pas vous dire à date quel sera le message exact en termes d'infotri, et ce sera aussi l'objet d'un autre module de webinar. Donc, dans l'extension des consignes de tri, on dit mettre dans le bac de tri. Tout va aller dans le bac de tri.
Et après, dans le centre de tri, on va faire la distinction entre ce qui sera effectivement recyclé, ce qui va partir en valorisation énergétique. Et ben voilà, pour le pot de yaourt, on vous a mis ça dépend parce que effectivement, si on est dans le cas d'un pot de yaourt en mono-résine PS par exemple, la filière est en cours de consolidation. Si on est dans le cas d'un pot de yaourt d'un autre type de résine ou complexe, ben là, ce sera plutôt la valorisation énergétique. Donc voilà, la notion de recyclabilité euh, va devenir en fait un petit peu plus complexe et vous n'aurez pas forcément l'information directement dans la consigne indiquée sur l'emballage. Vous ne saurez pas forcément si l'emballage est recyclable comme ça à partir de la consigne. Il faudra aller plus loin. Et tout l'objectif en termes de communication, ça va être bien sûr de valoriser les emballages qui sont effectivement recyclables. Donc on distingue la consigne de tri qui est important pour le consommateur, pour que le consommateur soit motivé dans son tri. Donc on lui dit que faire de son emballage, dans quel bac le mettre. Il faut que ce soit une consigne simple, que le consommateur comprenne facilement. Et puis en termes de recyclabilité, ça va être beaucoup plus complexe. On va avoir beaucoup plus de notions techniques. Et donc c'est là où les entreprises, en tant que metteurs en marché d'emballage, vont devoir se poser beaucoup plus de questions, entrer dans des choses plus techniques, pas toujours faciles à appréhender. Et donc nous sommes là, que ce soit l'ANIA ou Citeo, pour vous accompagner dans la bonne compréhension de ces différentes problématiques. Donc quand on va parler de recyclabilité des emballages, eh bien il va y avoir des notions de séparabilité des différents éléments entre eux, de est-ce qu'on est sur des emballages multimatériaux, complexes, on va parler du comportement de l'emballage en centre de tri, est-ce que l'emballage se dirige bien vers le flux vers lequel il est censé se diriger, est-ce qu'il y a bien une filière de recyclage donc qui existe et qui est pérenne pour cet emballage, On ne va pas parler de filière théorique, on parle de filière consolidée, existante. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de perturbations une fois que cet emballage arrive chez le recycleur. Donc, quand on parle de recyclabilité, c'est vrai que on est sur des notions beaucoup plus techniques, beaucoup plus complexes, et il va falloir aller puiser dans les ressources à votre disposition pour appréhender ces différentes problématiques. En termes de recyclabilité, aujourd'hui, en fait, quand on regarde le gisement des différents emballages, on se rend compte que plus de 80% de ce gisement, il est recyclable. C'est-à-dire que qu'on soit sur des emballages en acier, en aluminium, en carton, les briques, etc., le verre, on est donc sur des emballages qui ont une recyclabilité potentielle à 100%. Alors après, ça va dépendre des associations de matériaux au sein de l'emballage. Est-ce que j'ai un emballage multimatériaux? Est-ce que les différents matériaux sont séparables ou non? Ça, c'est des questions qu'il va falloir prendre en compte. Mais on est quand même sur une bonne recyclabilité des matériaux. Là où la problématique est la plus forte, et on s'en doute, c'est sur la question des emballages en plastique. Donc, sur les bouteilles et flacons, on l'a vu, on est plutôt donc sur des filières pérennes très consolidées. Le reste, en fait, c'est là où va se situer le plus gros des enjeux, le plus gros aussi des investissements, et donc une partie des contributions des entreprises va servir à pouvoir trouver des solutions pour développer en fait le recyclage de ce gisement plastique qui reste. Donc la moitié en fait du gisement des emballages en plastique, on doit avoir des solutions de recyclage à trouver. Donc aujourd'hui, sur ce qu'on disait, que ce soit bouteilles et flacons ou emballages rigides qui vont pouvoir intégrer des filières de recyclage existantes, on est sur la moitié du gisement qui est recyclable. On est sur un quart du gisement des emballages en plastique où il faut trouver donc de nouvelles en fait, soit de nouveaux débouchés à la filière pour consolider les filières qui sont en train de se construire, soit sur encore le quart qui reste, on est vraiment là sur des emballages non recyclables, trouver des solutions alternatives pour passer d'emballages non recyclables à des emballages recyclables. Si on prend un exemple, dans le secteur agroalimentaire, par exemple, sur le secteur du café, aujourd'hui, dans ces emballages souples, on a souvent, par exemple, des emballages en plastique avec des barrières en aluminium. Donc, on rentre, par exemple, dans des notions, en fait, de technique, mais donc d'emballage complexe et qui n'ont aujourd'hui pas de solution de recyclage. Donc, tout l'enjeu, par exemple, c'est de trouver, en fait, cet emballage qui va permettre à la fois de bien préserver le café, tout en ayant une filière de recyclage au bout. Donc les actions de Citeo vont vraiment
sur cette moitié d'emballage, portée sur augmenter la part des emballages recyclables donc en amont, à travers le travail d'éco-conception en amont, passer de solutions qui ne sont pas recyclables à des solutions d'emballage qui le sont, mais aussi développer les filières de recyclage, trouver de nouveaux débouchés, consolider les filières qui émergent. Et puis, évidemment, le reste de nos actions porte bien sûr sur une meilleure captation des emballages dans les centres de tri, l'amélioration du geste de tri, on en a parlé, des collectes plus efficaces, un dispositif plus performant. On va entrer dans le détail de ces différentes sources de financement pour arriver à augmenter la performance du dispositif. Donc, c'est notre troisième partie sur les chiffres clés et la feuille de route. Pour vous donner une idée du budget alloué grâce aux contributions des entreprises, donc nous avons, que ce soit agrément emballage et agrément papier, 30 000 contrats avec donc nos clients, les entreprises metteurs en marché d'emballage ou qui mettent sur le marché des papiers graphiques. Et puis, de l'autre côté, plus de 700 contrats avec les collectivités territoriales qui vont mettre en place donc la collecte et le tri des emballages et des papiers. Cela représente 5 millions de tonnes d'emballage et 1,5 million de tonnes de papier. Donc ce sont ces 5 millions de tonnes d'emballage et 1,5 million de tonnes de papier qui contribuent au financement du tri et du recyclage et dont nous avons la connaissance grâce à la déclaration que font les entreprises chaque année sur les emballages et les papiers qu'elles mettent sur le marché. D'un point de vue financier, cela correspond à 800 millions d'euros de contributions financières. Donc là, ce sont agréments, emballage et papier. Et plus aussi, également, 21,7 millions d'euros de contributions en nature des éditeurs de presse qui, aujourd'hui, ont la possibilité de contribuer en nature sur leur responsabilité élargie du producteur. Comment sont répartis ces financements? Donc cette fois-ci, je vais vraiment me focaliser sur la partie emballage. Comment sont répartis les financements? Pour chaque euro payé à Citeo, où va l'argent? Très concrètement. Donc, ce qu'on va voir là, c'est que, en fait, évidemment, la majorité du financement est attribuée aux collectivités territoriales à travers la collecte, le tri, et puis les questions aussi de valorisation énergétique ou de reprise de la matière. Donc, pour entrer dans le détail. La collecte, on en a parlé, financer la collecte des emballages, donc que ce soit des collectes en porte-à-porte ou en apport volontaire, pouvoir améliorer ces dispositifs-là, c'est le centre de coût aujourd'hui le plus important. Il y a aussi des moyens humains derrière la collecte. Ce sont donc ces personnes en fait qui sont en charge de venir chercher les bacs de tri. Et puis, le second centre de financement important, c'est la partie tri. Donc, le fonctionnement des centres de tri, c'est aussi, en fait, permettre l'extension des consignes de tri. Donc ça, ce sont des aides supplémentaires qui sont allouées aux collectivités territoriales qui vont basculer vers l'extension des consignes de tri. Ce sont des investissements importants pour qu'elles puissent faire les modernisations nécessaires, que ce soit, comme on l'a vu sur la partie collecte, qu'il faut repenser, réadapter, et sur la partie modernisation des centres de tri. En 2018, il faut savoir que ce sont, sur la partie emballage et papier tout confondu, plus de 684 millions d'euros qui ont été versés aux collectivités territoriales. Un autre point de financement qui est alloué aux collectivités territoriales, c'est ce qu'on appelle ici la valorisation énergétique. Soutenir en fait les collectivités sur la valorisation énergétique plutôt que l'enfouissement comme alternative à l'enfouissement. Donc ce sont des aides en fait pour privilégier l'incinération plutôt que l'enfouissement. Et puis il y a aussi auprès des collectivités un soutien sur les tonnes d'emballage ménager qui se retrouvent dans les ordures ménagères. C'est bien sûr normal en fait que les collectivités bénéficient de soutien sur ces emballages qui se retrouvent dans la poubelle d'ordures ménagères classique pour que cela puisse être incinéré. Une source de financement qui est importante, c'est ce qu'on appelle la reprise de la matière et le recyclage. Ça, en fait, ça comprend les équipes chez Citeo qui sont chargées de la traçabilité des tonnes qui vont être collectées, triées et recyclées.
on va aller regarder en fait ce qui est collecté, ce qui arrive en centre de tri, ce qui sort du centre de tri. Donc pouvoir faire la différence entre ce qui entre et ce qui va sortir du centre de tri, c'est s'assurer en fait que les citoyens sur place font un bon geste de tri, ne font pas trop d'erreurs dans le tri. Et si les citoyens font trop d'erreurs dans le tri, comment on met en place des actions de resensibilisation pour qu'il y ait moins d'erreurs. Et puis enfin, c'est un travail pour s'assurer en fait que chaque tonne qui sort du centre de tri dans une balle, donc par type de matériau, va être recyclée, savoir auprès de quel recycleur chaque tonne est envoyée, etc., etc. On a dans les pôles de financement une source de financement assez importante sur ce qu'on appelle les actions pour la filière. En fait, c'est tout ce qui va être soutien en termes de R&D. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie plastique notamment, hein, comment on trouve des alternatives, des solutions recyclables là où aujourd'hui on n'a pas de bonne recyclabilité de certains emballages, comment on travaille l'éco-conception. Il y a des systèmes d'appel à projets auxquels les entreprises peuvent postuler. Donc voilà, ça fait partie des financements qui sont possibles grâce aux déclarations des entreprises. Et puis il y a aussi des soutiens pour certains types de territoires. C'est le cas pour les Outre-mer qui disposent d'un plan de performance spécifique pour leur permettre en fait de développer le dispositif de collecte, de tri et de recyclage, là où parfois il peut y avoir encore plus d'enjeux du fait de l'insularité, du fait de l'éloignement, et donc plus besoin de soutien. Tout ce qui est accompagnement et fonctionnement, alors il s'agit du fonctionnement de CTO et de la façon en fait dont on va pouvoir accompagner au maximum les entreprises et les collectivités pour cette gestion du dispositif, donc permettre de pouvoir déclarer, permettre que vous ayez des outils à votre dispositif, de la même manière auprès des collectivités, leur permettre de pouvoir déposer leurs différentes données, etc., et assurer le suivi au quotidien de toutes ces déclarations. Enfin, tout ce qui concerne la mobilisation, il s'agit en fait de sensibiliser le grand public, les campagnes de communication nationale, mais aussi locales. Et dans le cadre de l'extension des consignes de tri, on va être beaucoup sur de la communication locale, puisqu'en fait, les consignes changent, mais seulement au niveau d'une agglomération, d'une communauté de communes. Et donc, c'est vraiment là, en fait, où on va positionner les actions de communication pour accompagner le changement auprès des citoyens. À présent, quelques chiffres sur ce fameux gisement d'emballage ménager. Donc on a dit 5 millions de tonnes d'emballage. Comment ça se répartit? On voit donc le gros des tonnages, et c'est bien normal, se situe sur le verre. Nous avons ensuite le papier carton, donc qui comprend aussi dans la filière papier carton, on intègre assez régulièrement les briques alimentaires. Pour une bonne partie, et à peu près avec les plastiques, 22% pour les papiers cartons, 23% pour les plastiques, donc un gisement à peu près réparti également. Et enfin acier, aluminium dans une moindre mesure, et autres matériaux, donc des emballages en bois ou en liège, etc. Ce qu'on voit dans le secteur agroalimentaire, c'est qu'en fait, ce gisement d'emballage ménager général, il se duplique en fait de la même manière sur le secteur agroalimentaire. On a à peu près la même répartition. Donc le secteur agroalimentaire est très représentatif en fait du gisement des emballages ménagers. Si on veut entrer dans le détail, on voit en fait une évolution sur les matériaux dans le secteur agroalimentaire. Donc avec on peut observer par exemple un petit peu moins en fait en quantité d'emballage, donc pas surinterprété dans les chiffres, mais plutôt donc une grosse partie d'emballage en verre. Pour ce qui est des tonnages, c'est normal, le verre peut être plus lourd. Un enjeu quand même assez important sur les plastiques, les emballages en plastique et les emballages en papier carton. On voit aussi sur les plus gros secteurs concernés en termes de contribution, donc sur la déclaration, ce sont les secteurs eau, lait. Alors bière avec la question du verre derrière qui est importante, yaourt et assimilé, et soda, cola qui sont les 5 secteurs les plus contribuants en termes d'emballage. Les chiffres clés du recyclage. Donc on est sur un taux de 70% de recyclage aujourd'hui. Quand on dit taux de recyclage en France, on dit bien effectivement recycler.
on n'inclut pas la valorisation énergétique dans ce taux de recyclage. C'est pas forcément le cas pour tous les pays européens, et c'est là où en fait on va avoir des disparités dans les modes de calcul qui permettent pas forcément de faire des bonnes comparaisons entre les pays européens. Donc nous, quand on parle de taux de recyclage, on parle bien on sait ce qui est mis sur le marché grâce aux déclarations des entreprises et on sait ce qui est recyclé grâce à la traçabilité des tonnages effectués. Et donc 70%, c'est bien donc 70% des emballages mis sur le marché sont effectivement recyclés. On le voit avec des très bonnes performances, par exemple sur l'acier. Il y a des enjeux autour des emballages en aluminium, à la fois d'un point de vue geste de tri. Ce sont des emballages que les consommateurs n'identifient pas toujours comme recyclables. Et puis aussi en termes de captation dans le centre de tri. Ce sont souvent des petits emballages, les emballages en aluminium. Et donc, Citeo aide au financement de ce qu'on appelle les courants de Foucault dans les centres de tri pour pouvoir en fait permettre la captation de ces petits emballages en aluminium. Il y a un enjeu, évidemment, on l'a dit, sur les plastiques, donc avec un taux de recyclage sur la filière historique bouteilles et flacons de 58%. Évidemment, les autres emballages en plastique ne sont qu'à 4% aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas dans les consignes de tri, donc ils n'étaient forcément pas recyclés. L'extension des consignes de tri va pouvoir permettre l'augmentation de ce taux de recyclage, puisque des emballages rigides qui ne sont pas des bouteilles et flacons vont intégrer les filières de recyclage des bouteilles et flacons. On a, voilà, pour voir la progression quand même depuis, alors là c'est depuis 2010, mais voilà, une progression quand même assez importante sur les emballages recyclés. Alors, pour vous donner une idée de la feuille de route et comment vont être en fait aussi alloués les financements et les énergies pour arriver donc à cet objectif 2022. 2022, c'est notre fin de période d'agrément en fait. Donc nous arriverons en fin de période d'agrément et une nouvelle période d'agrément s'ouvrira ensuite avec un nouveau cahier des charges. Donc nos objectifs, 100% de tri, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire permettre à tous les Français de trier systématiquement tous les emballages, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Arriver à des objectifs de 75% de taux de recyclage des emballages et de 65% de recyclage des papiers. Donc pour cela, il faut optimiser la collecte, inventer des nouveaux modes de collecte, mais aussi des nouvelles filières de recyclage, continuer à moderniser les centres de tri et continuer aussi à travailler sur l'éco-conception des emballages afin en fait dès l'amont de permettre le recyclage des emballages. Donc notre feuille de route se distingue en 4 actions prioritaires. Apporter des solutions de réemploi, recyclage ou valorisation pour tous les emballages et papiers, mobiliser les Français autour du geste de tri, rendre plus compétitive et adaptable la filière de collecte sélective en France, parce qu'effectivement, il y a des grands enjeux quand on est dans l'économie circulaire, on est aussi sur des notions justement économiques et de business, et donc il faut pouvoir rendre compétitive la matière recyclée, par exemple, pour pouvoir en fait la réintégrer dans de nouveaux produits, de nouveaux emballages. Agir pour accélérer la transition écologique aux côtés des acteurs institutionnels français et européens. On est dans un contexte réglementaire qui se situe aujourd'hui au niveau européen et qui va fortement structurer aussi la façon dont vont évoluer en fait les dispositifs dans les années à venir. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette feuille de route sur toutes les actions. Vous recevrez la présentation, donc vous pourrez reprendre en fait ces divers sujets. La mobilisation des Français autour du geste de tri, j'en ai parlé, c'est un vrai enjeu en fait pour pouvoir faciliter à la fois le geste de tri, arrêter aussi les questionnements qui sont dissuasifs, éviter les idées reçues autour du tri et du recyclage pour donner confiance en fait dans ce geste. Sur toutes les questions donc de transition écologique, il y a énormément de sujets, que ce soit au niveau européen et au niveau ultra-local ensuite.
Donc notre objectif, voilà, au-delà de participer à tous les débats, à toutes les évolutions, donner notre expertise aussi à d'autres acteurs européens, la France est quand même souvent regardée comme modèle sur le principe justement de la responsabilité élargie du producteur, y compris sur le système de sa déclaration, avec des bonus et des malus qui permettent d'inciter en fait à des meilleures pratiques. Par exemple, ça va être dupliqué dans les autres pays européens sur le modèle français pour pouvoir faire plus de bonnes pratiques autour de la conception des emballages. Le contexte réglementaire, il est très dense en ce moment, au niveau européen et au niveau français. Donc, ce qu'on essaye chez Citeo, c'est de vous accompagner au maximum. Je sais que l'ANIA le fait beaucoup aussi, sur ces questions d'évolution réglementaire. N'hésitez pas à consulter les différents sites internet des uns et des autres, que ce soit ANIA ou Citeo. Mais voilà, on essaye de, nous aussi, faire des webinaires le plus possible sur ces questions de réglementation et d'évolution. Donc vraiment, on met à disposition le maximum de la connaissance sur ces sujets pour vous mettre à jour au fur et à mesure parce que ça évolue assez rapidement. Dans les actions prioritaires, donc on a parlé de rendre plus compétitive et adaptable la filière. Donc il faut aussi pouvoir harmoniser, optimiser l'organisation de la collecte en France, développer des dispositifs innovants, notamment en ville. Les grandes agglomérations sont les territoires où le geste de tri est le plus compliqué. C'est là où on a les moins bonnes performances. Donc il y a un vrai enjeu en fait sur la ville. Et Citeo et donc les entreprises qui financent le dispositif contribuent à des projets qui permettent d'améliorer le geste de tri dans les grandes agglomérations. Donc on pense à Marseille, Paris, mais d'autres aussi. Il faut continuer à moderniser les centres de tri. Il faut continuer en fait à acquérir de la performance en fait sur ce dispositif pour avoir plus d'emballage et plus de papier. Et puis enfin, apporter des solutions donc sur le réemploi. C'est un nouveau sujet, le réemploi, mais c'est important de se poser dessus dans le cadre de l'économie circulaire notamment. Donc nous avons des projets aussi sur ce sujet avec une session de webinaire sur le réemploi qui va commencer bientôt. Nous aurons aussi un module de réemploi dédié dans cette session en partenariat avec l'ANIA. L'idée aussi, c'est de pouvoir proposer à toutes les entreprises des outils, des accompagnements pour éco-concevoir leurs emballages et leurs papiers. Et puis, de nombreux appels à projets, en fait, pour permettre, en termes de R&D, d'avoir de nouvelles solutions, que ce soit de nouvelles solutions d'emballage en amont ou de nouvelles solutions de recyclage en aval. Donc là, je vous renvoie, si ça vous intéresse d'avoir le détail, aux différents projets qui ont bénéficié en fait des soutiens de Citeo et des entreprises donc contributrices dernièrement. L'appel à projet s'appelait vers 100% d'emballage recyclable ou réemployable et vous avez la présentation des différents types de projets en termes de R&D pour trouver des alternatives recyclables ou développer les filières de recyclage. Donc sur cette partie vraiment éco-conception, cela fera l'objet en fait des prochaines sessions aussi en partenariat avec l'ANIA. Nous ferons des focus par type de matériaux. On essaye de mettre en place un maximum d'outils. Donc là, sur cette slide, c'est très dense, comme vous pouvez le voir. Mais l'idée, c'est plutôt de vous rendre visible ce qui peut être utile pour vous très rapidement, très concrètement. Donc dans le cadre de l'éco-conception, là où en fait on va avoir des actions clés pour arriver à réduire vos impacts environnementaux, notamment en termes de réduction ou d'amélioration de la recyclabilité, on va mettre en place des outils pour vous permettre en fait très rapidement de connaître les bonnes pratiques, les bonnes actions à mener pour pouvoir éco-concevoir vos emballages. Donc nous avons un outil qui s'appelle FIL, facilitateur d'éco-conception en ligne. C'est un outil d'introduction à l'éco-conception, assez simple d'utilisation. Vous rentrez en fait par type d'emballage, type de matériaux, type de secteur d'activité, et vous avez une série de questions qui vous aident en fait à comprendre sur quelle dimension vous allez pouvoir travailler pour réduire les impacts environnementaux de vos emballages. Donc tout simplement, ça reprend ces actions clés qu'on a vues juste avant, la réduction, l'amélioration de la recyclabilité, l'origine de la matière, le geste de tri. Ça prend un point de vue cycle de vie aussi, selon les différentes étapes de cycle de vie, comment vous allez pouvoir travailler en termes d'éco-conception.
Depuis peu, nous avons intégré dans Fil le secteur d'activité qui s'appelle tout secteur et le produit qui s'appelle autre emballage. En fait, quand vous cliquez sur tout secteur et autre emballage, ça vous permet de faire un questionnaire de réflexion éco-conception, quel que soit votre emballage, quel que soit votre secteur d'activité. Donc si aujourd'hui votre emballage n'est pas encore dans l'outil Fil, n'hésitez pas à passer par ce secteur-là, tout secteur, et ce produit autre emballage. Comme ça, vous pourrez en fait quand même travailler, même si on n'a pas identifié en amont de quel type d'emballage il s'agit. Enfin, un outil qui peut vous être très utile, c'est pour savoir si votre emballage est recyclable, c'est l'outil tri. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Vous dites en fait de quel type d'emballage il s'agit, de quel type de matériaux il s'agit, quelles sont les différentes combinaisons associées en termes de barrières, de systèmes de fermeture, d'étiquettes, etc. Et donc tri vous dit en fait si votre emballage est recyclable ou non, ou au sein d'un emballage multimatériaux, quels vont être les éléments effectivement recyclés. Voilà, donc pour vous accompagner, nous avons cette fameuse session de webinaire. Je le rappelle, il y aura 10 modules au total, donc encore 9 modules à venir, une fois par mois sur cette année 2020. Et nous sommes vraiment à votre disposition pour vous accompagner en mieux sur ces thématiques. Pour tous les outils et services Citeo, n'hésitez pas à aller sur votre espace client ou sur le site internet de Citeo. Et il y a également une chaîne YouTube. Ce que je vous propose à présent, c'est de regarder toutes vos questions et d'y répondre. Alors, la première question. Le tri optique sépare-t-il le PET du PEBD, du PEHD, etc. Comment cela fonctionne-t-il d'un point de vue technique? Alors, et une deuxième question qui disait, le tri optique est-il capable de détecter et séparer les résines biosourcées telles que le PLA? Donc oui, alors le tri optique, il s'agit en fait on dit tri optique, il s'agit d'un infrarouge en fait tout simplement, qui va renvoyer l'information, et donc oui, on peut séparer grâce au tri optique les différents types de résines, donc le PET, le PEBD, le PEHD, en fait le tri optique est capable de reconnaître tous les types de résines, donc y compris les résines de type PLA. On est sur en fait des bases de données intégrées, donc si on a donné les bonnes informations, le tri optique va pouvoir reconnaître tous les types de résines. Là où on peut avoir des problématiques avec le tri optique, c'est lorsque nous avons des emballages sombres. Et là, en fait, l'infrarouge n'est pas renvoyé, et donc on n'a pas la bonne information. Donc ça, nous avons des éléments spécifiques, notamment sur le site du COTREP, sur les COTREP, C-O-T-R-E-P, sur les emballages sombres, la problématique des emballages sombres, et pourquoi ils ne sont pas reconnus au tri optique, et quelles sont les recommandations pour pouvoir rendre détectables ces emballages. Mais le tri optique est capable de détecter tous les types de résines. Maintenant, ce que j'entends derrière, la question, est-ce qu'il est capable de séparer les résines biosourcées telles que le PLA? Oui, dans l'idéal, oui. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a effectivement en centre de tri pas de flux dédié aux résines telles que le PLA, puisqu'il n'y a pas encore la filière de recyclage au bout. Mais en fait, le tri optique va pouvoir permettre justement d'adapter dans le futur les centres de tri à de nouvelles filières qui vont se créer, et donc de permettre d'intégrer en fait ces nouveaux flux et de séparer des emballages qui auront une nouvelle filière de recyclage. Question suivante sur la collecte. Alors, les collectivités sont-elles payées par les centres de tri pour leur fournir les déchets à trier? Quel est le coût réel de la gestion des déchets pour les collectivités? Alors, j'ai commencé par la première question. Les collectivités sont-elles payées par les centres de tri pour leur fournir les déchets à trier? Non. Les collectivités, en fait, entrent en contrat avec les centres de tri. Donc, un centre de tri, ça peut être géré par des industriels privés de type Veolia, Suez, Paprec, etc. Ils sont donc les gestionnaires du centre de tri, mais en fait, les déchets d'emballage qui arrivent dans le centre de tri sont bien, en fait, appartiennent à la collectivité territoriale. Ce sont les déchets de la collectivité. Donc, elles entrent en contractualisation avec le centre de tri si il ne s'agit pas d'un centre de tri qui appartient à la collectivité, mais le centre de tri, lui, va bien distinguer quels sont les déchets qui appartiennent à quelle collectivité, et donc va vraiment avoir une traçabilité rigoureuse pour dire ça ce sont les déchets de telle commune, ça ce sont les déchets de telle commune, et pouvoir faire les statistiques en fonction.
Et donc, les financements des contributions des entreprises, les financements via Citeo, sont attribués en fonction des tonnages qui sortent des centres de tri. Donc c'est bien ce qui va être effectivement recyclé, les tonnages qui sortent du centre de tri, c'est à partir de ça qu'on va calculer les financements alloués aux entreprises. Et le centre de tri a bien fait la distinction entre ce qui appartient à telle commune ou telle commune. Quel est le coût réel de la gestion des déchets pour les collectivités ? Alors, le coût réel, je ne pourrais pas vous donner un chiffre comme ça de manière globale. Il est vrai que, alors il y a déjà la gestion globale des déchets pour les collectivités, et après il y a les gestions des déchets d'emballage. Donc, sur les déchets d'emballage, effectivement, aujourd'hui, les financements alloués via Citeo ne permettent pas de couvrir 100% des coûts sur la gestion des déchets. Il y a aussi donc dans ce financement la revente des balles, la revente des matériaux. Les collectivités vont revendre les balles aux recycleurs et donc ça va permettre de financer le dispositif. Et puis il y a aussi évidemment les taxes locales qui permettent de financer ce dispositif, donc les impôts des citoyens. Alors, où va l'argent donné par les centres de tri, Citeo, les industries, impôts payés par les citoyens ? Rappel flux financier et propriété de la matière. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. L'argent en fait des contributions des entreprises qui passent via Citeo est reversé aux collectivités territoriales. C'est ce qu'on a vu en fait dans sur la slide avec la pièce de monnaie. Donc on est en fait sur une grande partie du financement qui est reversée directement aux collectivités territoriales pour les accompagner dans la collecte, dans le tri et dans les soutiens aussi à la valorisation énergétique et sur les questions de reprise de la matière. Le reste du financement, on l'a vu, ça va sur des actions de R&D, de sensibilisation, d'innovation sur les filières de recyclage, etc. Pour la partie impôts payés par les citoyens, donc oui, il y a effectivement une part des impôts payés par les citoyens qui va à la gestion de ce dispositif. Alors, contribution. Est-il possible d'expliquer la mécanique de contribution financière des entreprises à Citeo ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a vu le périmètre de déclaration et ce qu'on entendait par emballage ménager. Comment vous allez déclarer vos emballages et comment ça fonctionne. Donc, dans votre déclaration, vous déclarez chaque référence d'emballage en fonction du type de matériau utilisé pour cet emballage, du poids sur chaque élément par matériau, donc par exemple le poids de la partie papier-carton, le poids de la partie plastique, et puis enfin, les quantités vendues. Donc vous mettez bien sûr les quantités d'emballage mises sur le marché, donc ça correspond en fait à vos ventes annuelles sur les produits concernés. Donc la contribution financière, elle est basée d'un côté en fait sur le poids par type de matériau. Donc vous allez avoir un tarif sur le poids plastique, un tarif sur le poids carton, un tarif sur le poids métaux, etc. Et puis, d'une autre part, sur les quantités vendues. Ça comprend également le tarif, le nombre d'unités d'emballage dans une même unité de vente consommateur emballage. Donc, si vous avez un emballage qui comprend plein de petites unités différentes, le tarif est plus important que si vous avez un emballage avec une seule unité d'emballage. Tout ça, en fait, est censé aussi refléter comment derrière, on va justement gérer dans le centre de tri et en termes de recyclage ces emballages. Donc, pour ce qui est de la contribution financière, je vous invite à regarder, hop, là je vous montre, voilà, nous avons la grille des tarifs 2020 qui est sortie, donc j'espère que vous voyez bien, voilà, je vais peut-être mettre un petit peu plus, hop, voilà, ce qui vous explique en fait comment fonctionne le tarif et comment cela, voyez, ce que je vous expliquais, donc en fait, la contribution
par référence, c'est à la fois une contribution au poids par matériau, une contribution à l'UVC, et aussi, oui, j'en ai pas parlé, l'écomodulation, donc le système de bonus-malus associé. Donc là, nous avons les tarifs 2020 hein, qui sont sortis. Vous les avez sur le site internet, ils sont en ligne, vous les avez également sur votre portail client, et vous avez un premier détail des tarifs. Vous aurez bien sûr un document d'accompagnement à la déclaration pour 2020, beaucoup plus fourni, beaucoup plus détaillé que la simple présentation des tarifs. Nous avons aussi des sessions de webinaire qui présentent la déclaration de 2020, les nouveaux tarifs, etc. et les évolutions de ce côté. Alors, nouvelle question. Emballage sombre. Les emballages sombres posent des problèmes de détection. Est-ce pour cela que certains clients demandent aux producteurs d'emballage si leurs emballages contiennent du noir de carbone? Oui, c'est tout à fait pour cela. On parle d'emballage sombre, mais en fait, derrière, c'est ça. C'est souvent la présence c'est la présence de noir de carbone. On dit pas emballage noir parce qu'en fait, il peut y avoir parfois une utilisation du noir de carbone pour des emballages qui vont être bleu foncé, vert foncé, etc. Et donc, on va parler d'emballage sombre. Et la présence de noir de carbone va en fait potentiellement empêcher la détection en centre de tri. Je vois qu'il y a une autre question sur le noir de carbone, le taux limite de noir de carbone pour permettre la détection des emballages sombres. Donc au départ, hein, quand on s'est rendu compte de cette problématique sur le noir de carbone, on espérait pouvoir, par une série de tests assez importantes, trouver ce seuil en dessous duquel ce serait bien détecté, et donc ce taux limite. Il se trouve qu'en fait, dans le projet qui a été mené et dans tous les tests qui ont été menés, on n'arrive pas à un seuil limite. Parfois, en dessous d'un certain seuil, c'est détecté, parfois pas. C'est très aléatoire en fait dans la détectabilité. Et donc, nos recommandations sur le sujet, c'est en fait de vous rapprocher des entreprises justement fournisseurs de tri optique pour faire le test sur les emballages. Donc, on propose un protocole de test sur le sujet. On vous renverra le lien hein, sur la problématique emballage sombre. On a en fait, mais je peux vous montrer hein, via le site du COTREP. Donc je répète, COTREP c'est COTREP, le comité en fait sur la recyclabilité des emballages en plastique. Donc nous avons en fait travaillé avec les différents acteurs pour pouvoir donner en fait des recommandations. Donc là, vous voyez, tri sombre, procédure de test pour évaluer la recyclabilité d'emballage sombre lors des étapes de tri optique. Ce site du COTREP, hein, c'est vraiment une très très bonne source d'information pour toutes les problématiques liées à la recyclabilité des emballages en plastique. Donc n'hésitez pas à passer par là. Il est plutôt bien fait. Vous avez donc dans les avis et ressources tous les guides et support sur ces problématiques. Donc, vous voyez, on a le sombre, on a aussi les questions sur le PET, etc. Et puis, vous pouvez aussi avoir une entrée par type de résine. Donc, quand on est sur la page d'accueil, je vais y revenir. Voilà, vous allez avoir les différentes recommandations. Donc, vous choisissez la typologie d'emballage, par exemple, pot et barquette. Et ensuite, votre type de résine, et vous avez les recommandations pour tous les éléments associés, ainsi que le corps de l'emballage. Donc, en complément de l'outil tri, qui est là, hein, qui ressemble à ça, l'outil tri, vous avez ce site de COTREP qui est vraiment une mine d'informations assez importante. Alors, une nouvelle question, l'extension des consignes de tri, à quoi correspond l'échéance 2022 ? Alors, l'échéance 2022, c'est tout simplement, en fait, oui, la fin de période d'agrément. C'est aussi, en fait, au moment du démarrage du projet, l'objectif qui avait été fixé dans le déploiement progressif de cette extension. Donc, échéance 2022 pour une couverture, en fait, à 100% du territoire français sur l'extension des consignes. Voilà pour toutes les questions qui ont été posées à l'écrit. Si jamais il y avait une question à l'oral, n'hésitez pas. Je vais réactiver vos micros et comme ça, si quelqu'un veut poser une question, c'est tout à fait possible. C'était les anciennes. Non, c'est nouvelle, c'est les nouvelles.
En gros, je fais pas le webinaire, quoi. Tu vois, Bon, a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions. J'attends encore un petit peu. Est-ce que vous auriez une dernière question sur le chatter? Bon, pas de nouvelles questions. De toute façon, nous nous retrouvons pour la prochaine session le mois prochain. Vous allez recevoir l'invitation. Et puis, à la suite de cette session, vous recevrez donc la présentation et ainsi que l'enregistrement si vous voulez réécouter cette session. Merci à tous pour cette journée et puis à très bientôt. Oui, juste pour rappel, toutes les prochaines sessions du webinaire sont en ligne sur notre site internet de l'ANIA, donc vous pouvez déjà directement vous inscrire jusqu'en décembre prochain. Merci beaucoup.